6h49 à Paris, l'heure du journal de l'économie avec vous, Sylviane Bert. Bonjour. Bonjour Elisabeth. On va commencer tout d'abord par parler du rendez-vous du jour, cet énième sommet européen qui aura lieu donc dans quelques heures à Bruxelles. Alors j'ai envie de vous dire un sommet de tous les dangers, mais on a l'impression d'avoir utilisé cette expression un petit peu tout le temps. Mais là quand même c'est particulier. Les Européens ont des positions toujours divergentes sur la réponse immédiate à la crise, mais également sur la révision des traités. Axel Simon. Agitation dans les couloirs du Conseil, Bruxelles se prépare à accueillir les dirigeants européens pour un sommet qui, une nouvelle fois, est qualifié par tous de crucial. Aujourd'hui, nous sommes face à un danger extrême qui menace la monnaie européenne, qui menace la zone euro. Le tandem franco-allemand arrive à Bruxelles avec un projet de révision des traités européens. Ils sont sur la même ligne pour renforcer la discipline budgétaire en imposant à tous la règle d'or et la sanction quasi automatique des mauvais élèves. Reste une pomme de discorde de taille entre Paris et Berlin, le financement du mécanisme de stabilité européen qui devrait remplacer le fonds de soutien en 2012. Dans ce dossier, le président de l'Union a aussi formulé ses propres propositions. Herman Van Rompuy souhaite notamment doper les capacités de prêt du mécanisme permanent en le transformant en banque. Pas question pour Berlin. Du coup, pour certains observateurs, le sommet n'est pas à l'abri d'un blocage. S'il y a un échec, alors il faudra s'attendre à une aggravation sévère de la crise en janvier, quand les pays comme l'Italie devront lever des dizaines de milliards d'euros de nouvelles dettes. Et qui va acheter leurs obligations si le sentiment général, c'est que l'Union européenne est désunie et incapable de résoudre la crise ? Côté britannique, David Cameron ne cache pas ses ambitions. Il a l'intention de protéger les intérêts financiers de la City, laissant même planer la menace d'un refus de signer tout éventuel nouveau traité, des textes qui nécessitent pourtant l'unanimité. Voilà, et l'un des enjeux cruciaux de ce sommet, ce sera de renforcer le pare-feu européen. Plusieurs pistes ont déjà été évoquées, Sylviane. Oui, tout à fait. Une piste récemment dans une lettre franco-allemande envoyée à Herman Van Rompuy. L'idée, c'est d'accélérer la création du mécanisme européen pour la stabilité, le MES, qui devait normalement succéder au FESF en 2013. Sa capacité de prêt est actuellement fixée à 500 milliards d'euros, couverte par des apports en capital des pays européens, tandis que le FESF, de 440 milliards d'euros, se finance sur les marchés. Les deux outils FESF et MES pourraient au final se cumuler, coexister. Une autre solution qui avait été évoquée lors du sommet du 27 octobre, c'était d'accroître la capacité du FESF à 1000 milliards d'euros à travers un effet de levier. Sur ce point, aucun accord n'a été trouvé. Les négociateurs travaillent désormais sur un effet de levier de 3 à 4, ce qui porterait son montant disponible à 800 milliards d'euros au maximum. L'ultime solution, toujours en débat, c'est de créer une structure ad hoc hébergée par le FMI, abondée par les banques centrales des différents pays et dans lesquelles pourraient investir les pays émergents. De son côté, le président du Conseil, Herman Van Rompuy, a suggéré de transformer le FESF en banque européenne, ce qui lui permettrait de s'alimenter au guichet de la BCE. Parallèlement à tout cela, la Banque centrale européenne tient aujourd'hui une réunion importante. Elle pourrait décider d'abaisser son principal taux directeur. C'est ça, les analystes anticipent une réduction du loyer de l'argent à 1%. Mais le principal enjeu de cette réunion est ailleurs. La BCE est attendue sur les mesures de soutien au système bancaire. Alors il y a plusieurs pistes. D'abord, c'est étendre la maturité des opérations de refinancement. L'idée, c'est de proposer des prêts à 2 ou 3 ans. A priori, les opérations auraient les autorités auraient la préférence de 2 ans. Autre piste, assouplir les règles sur les actifs que les établissements financiers peuvent utiliser pour obtenir des liquidités à la BCE, et la BCE qui pourrait notamment être plus tolérante vis-à-vis de la titrisation. En tout cas, la BCE doit agir car les tensions sont fortes sur les marchés interbancaires en cette fin d'année. Tout à fait. L'accord passé il y a une semaine avec la Fed, la Réserve fédérale américaine et d'autres banques centrales pour abaisser les coûts des liquidités en dollars a porté ses fruits. Hier, 34 banques ont demandé un prêt à 3 mois alors qu'elles n'étaient que 4 la fois précédente. Quant aux achats de dettes souveraines, celles qui intéressent tout le monde actuellement, les marchés ont compris qu'il n'y aurait pas de solution, pas de décision aujourd'hui. La BCE décidera dans les prochains jours par rapport au sommet européen. Comme si cela ne suffisait pas, il y a eu cette annonce hier, donc à la veille de ce sommet européen, l'annonce de Standard & Poor's. Tout
tout à fait. Hier, l'agence a placé sous surveillance la note qu'elle accorde à la dette de l'Union européenne, qui est actuellement à AAA, qui est la meilleure note possible. S&P, qui attribue cette note à l'UE depuis 1976, explique que l'UE va subir les conséquences de la crise de la dette publique en zone euro. Standard & Poor's, qui cible par ailleurs le secteur bancaire, et notamment le secteur bancaire français, il est dans le collimateur. Standard & Poor's qui a visé notamment BNP Paribas, BPCE, la Société Générale, la Bred Banque Populaire, le Crédit Lyonnais, bon, en gros le Crédit Agricole, un petit peu toutes les banques, elles sont menacées de voir leurs notes se dégrader. Et même chose pour de grandes banques étrangères comme la Deutsche Bank, la Commerzbank et autres Unicredit. On va jeter un œil au marché, les marchés asiatiques tout d'abord. Voilà, c'est de la prudence. C'est de la prudence à quelques heures de l'ouverture du sommet franco-allemand. Vous le voyez, le Shanghai Composite est repassé dans le rouge, mais qui est quand même plutôt stable. C'est de la prudence pour l'instant. On verra comment ouvrent les marchés européens, mais ce sera, à mon avis, de la même couleur. On parle à présent des États-Unis et du Canada qui souhaitent renforcer leur partenariat économique. Tout à fait. Mercredi, le chef du gouvernement canadien, Stephen Harper, a été reçu à la Maison-Blanche, l'occasion d'annoncer un nouvel accord visant notamment à faciliter les échanges mondiaux. Mais le président américain a toutefois refusé de s'engager sur la construction du pipeline géant Keystone, un projet très controversé. Barack Obama et le Premier ministre canadien ont mis la dernière touche à de nouveaux accords frontaliers. Objectif, renforcer la sécurité et faciliter les échanges commerciaux entre leurs deux pays. Le président américain a toutefois refusé de s'engager sur un point clé, la construction de l'oléoduc géant Keystone. Il est important de nous assurer que toutes les questions relatives à ce projet ont été prises en compte, en particulier l'impact sur notre environnement et sur la santé des Américains. L'oléoduc Keystone, évalué à 7 milliards de dollars, transporterait du pétrole du Canada jusqu'au golfe du Mexique. Il serait extrait des sables bitumineux d'Alberta, un processus énergivore qui produirait énormément de gaz à effet de serre. Les groupes de défense de l'environnement sont opposés au projet. Mais au Congrès américain, les républicains, eux, veulent voir cet oléoduc devenir réalité. Il pourrait être tenté de pratiquer une forme de chantage à l'encontre de Barack Obama. Ce dernier tente justement de convaincre les républicains de maintenir les allègements de contributions sociales de la classe moyenne. 160 millions d'Américains sont concernés. Je rejetterai toute tentative de lier Keystone aux réductions de cotisations. Je veux donc que tout le monde soit prévenu. Obama a repoussé à 2013 la décision concernant l'oléoduc. Il n'aura donc à se prononcer que s'il est réélu. Et pour finir cette information, Sylviane, Tokyo qui serait la ville, qui resterait la ville la plus chère pour les expatriés. Et selon le classement de ECA International, les 3 villes les plus chères pour les expatriés sont Tokyo, Oslo et Genève. En Europe, Paris est à la 20e place des villes les plus chères. Et en France, elle est devant Strasbourg et Lyon. Merci beaucoup Sylviane, on se quitte sur cette info, c'est la fin du journal de l'écho, la fin également de cette demi-heure d'information. Vous retrouvez dans un instant Hélène Drouet pour un tout nouveau journal.
Français de l'étranger, ce message s'adresse à vous. En 2012, vous élirez le président de la République et pour la première fois, 11 députés à l'Assemblée nationale. Voter, c'est important. Comment faire? Eh bien, c'est simple et rapide. Il suffit de vous inscrire avant le 31 décembre 2011 auprès de votre consulat. Pour plus d'informations, rendez-vous sur voteраlétranger.gouv.fr ou renseignez-vous auprès de votre consulat.